L'intervention qui suit est donc celle de Cristina Pérez Sira, qui, comme son nom l'indique, est espagnole et on va être très gentil avec elle parce qu'elle rédige actuellement, et c'est le méritoire, elle nous fait sa communication en français, elle rédige actuellement sa thèse de doctorat à l'Université de Pau sur la légitimation du polar espagnol au XXIe siècle. Sa formation sur ce sujet a commencé à l'Université de Salamanque, où elle a participé récemment, je crois, à un colloque sur le roman policier. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. Oui, en premier lieu, merci beaucoup. Masque. On vous entendra mieux. Parfait. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir préparé ce colloque. Je vais parler de la réalité et la fiction dans la série Bevilacqua y Chamorro de Lorenzo Silva. Lorenzo Silva est l'un des écrivains les plus représentatifs de la narration espagnole contemporaine et il est particulièrement connu par sa saga policière Bevilacqua y Chamorro. Cette série met en scène des policiers, Rubén Bevilacqua et Virginia Chamorro, qui résolvent des crimes sur l'ensemble du territoire espagnol. Tous deux appartiennent à l'unité centrale de la garde civile, ce qui signifie qu'ils n'ont pas de zone d'action fixe, mais se déplacent dans différentes régions d'Espagne pour mener à bien les enquêtes. Lorenzo Silva est né à Madrid et il a manifesté très tôt une vocation pour la création littéraire. Il a étudié le droit et il combine aujourd'hui son travail d'écrivain avec celui d'avocat, tout en contribuant à des magasins et autres médias. Lorenzo Silva est relativement méconnu en France. À ce jour, seuls 3 de ses romans ont été traduits. Et pourtant, il s'agit de l'un des auteurs de romans policiers les plus célèbres en Espagne, où il a reçu des prix prestigieux comme le prix Nadal ou le Planeta. La série policière Bevilacqua y Chamorro compte à ce jour 12 titres et a fait l'objet de plusieurs adaptations télévisées et cinématographiques en Espagne. La saga a commencé en 1998 avec la publication de El lejano país de los estanques. Et depuis cette date, les romans mettant en scène ces guerres civiles se sont succédés. Entre le premier et le dernier volume de la série, publié sur une période de 20 ans, les protagonistes évoluent et leur perception de la réalité qui les entoure varie au gré des changements politiques, sociaux et économiques qui affectent l'Espagne en ce début du XXIe siècle. La réalité et la fiction interfèrent fréquemment dans la littérature et dans certains cas, la frontière entre les deux sphères est brouillée à l'extrême. C'est le cas en particulier du genre noir, dont la vocation est de porter un regard critique sur la société, et cet effet de réel est impulsé et voulu par les auteurs de polar et par la convention littéraire du genre. De nombreux romans policiers de Lorenzo Silva, en particulier la saga Bevilacqua y Chamorro, explore les frontières entre la réalité et la fiction. Lorsque les romanciers ne s'inspirent pas directement des faits réels pour écrire ces histoires, c'est la réalité plus sombre de la société espagnole, telle qu'elle est décrite dans la presse nationale et d'autres médias, qui lui sert de source d'inspiration. Tout en rappelant que ces romans sont les fruits de l'invention du romancier, l'écrivain aborde des thèmes d'actualité tels que l'arrivée en Espagne des mafias criminelles étrangères, la violence de genre, la corruption
dans divers organismes publics, le trafic de drogue et la traite de blanches. Les deux protagonistes, Bevilacqua et Chamorro, sont des gardes civils. En Espagne, la Guardia Civil est l'une des forces de sécurité de l'État avec la police nationale et possède certaines caractéristiques similaires à celles de l'armée. Cette institution a été fondée au milieu du XIXe siècle et depuis ses origines, elle a été impliquée dans de nombreuses controverses en raison de ses positions politiques conservatrices et de son soutien au coup d'État en différents moments de l'histoire du pays. Plus précisément, le rôle répressif que ce corps de police a pu jouer pendant la dictature franquiste et parfois même au début de l'ère démocratique a été déterminant dans l'image négative que cette institution revêt encore dans l'esprit de nombreux Espagnols. Si pour cette même raison, le polar espagnol a longtemps refusé de recourir à des personnages d'enquêteurs issus de la guerre civile, la saga Bevilacqua y Chamorro offrait une image renouvelée, professionnelle, intellectuelle, humaine et non violente de la Guardia Civil, conforme au contexte démocratique et qui est plus proche de la réalité que les stéréotypes négatifs qui restent dans l'imaginaire collectif en Espagne. Selon la spécialiste de littérature espagnole Concepción Badostiria, l'un des grands autres des romans de cette série consiste en une mise en jour des changements des méthodes et des actions de ce corps de police en matière de criminalité et de délinquance. L'un des thèmes récurrents de l'œuvre de Silva est le phénomène de la corruption, qui a largement entaché la vie politique espagnole au cours de ces dernières années. Trois romans de la série en particulier, d'ailleurs parfois nommés trilogie de la corruption, traitent de cette question. Cette trilogie est composée de El alquimista impaciente, La marca del meridiano, et du roman qui sera analysé plus en profondeur par la suite, Los cuerpos extraños. Le premier roman à traiter de ce thème est El alquimista impaciente, dont l'histoire commence par la mort d'un homme qui occupe un poste important dans une centrale nucléaire. À travers ces crimes, un réseau de corruption lié au trafic de drogue, à la prostitution et à l'urbanisme, impliquant des hommes d'affaires et des membres de plusieurs conseils municipaux, est relevé. L'un des principaux auteurs du crime dans ces romans est Léon Zaldívar. Or, cet homme d'affaires fictif renvoie très clairement à l'homme d'affaires et homme politique espagnol, Jesús Gil, ça ici, protagoniste de l'une des plus grandes affaires de corruption de l'histoire récente espagnole. Le deuxième roman de la série qui se concentre sur le thème de la corruption est La marca del meridiano. Le texte s'ouvre sur l'apparition du cadavre de Robles, un haut gradé de la Guardia Civil à la retraite et ancien professeur du protagoniste Bevilacqua. Au fur et à mesure que l'intrigue progresse, un réseau de corruption des guerres civiles dans lequel Robles lui-même était impliqué est relevé. Or, là encore, ce type de criminalité ne se limite en aucun cas à la fiction, puisque, comme le rapporte le journal El País dans un article récemment publié, en Espagne, au cours de ces dernières années, il y a eu plusieurs arrestations de gardes civils et de policiers nationaux corrompus liés, dans la plupart des cas, au trafic de drogue.
Certaines de ces affaires ont été relevées cette année, comme la vente criminelle des guerres civiles opérant à Cañada Real, à Madrid, le cas de la fraude de l'unité antidrogue de Malaga et le groupe de policiers qui faisait partie d'une organisation criminelle complexe à Mérida, Badajoz. Dans cette saga criminelle, il existe donc de nombreux liens entre les crimes fictifs et les crimes réels. Nombre de ces romans abordent le thème de la corruption qui, comme le souligne Silva, est présenté comme un phénomène spontané et naturel qui ressemble à se nicher partout, dans tous les strates et tous les recoins de la société, et qui est perçu comme une fatalité à laquelle il est aujourd'hui impossible d'échapper. C'est en 2014 que publié Los Cuerpos Extraños. Dans ce 8e roman de la série, le lien entre crime fictif et factuel franchit une étape supplémentaire. Conformément à la structure narrative caractéristique du récit policier, le roman commence par un meurtre, celui de la mère d'une petite ville espagnole, mère M-A-I-R-E. Au cours de leur enquête, les gardes civils Bevilacqua et Chamorro découvrent l'existence d'un réseau de corruption politique à grande échelle. Or, cette histoire est non seulement inspirée d'un fait réel, la maître du maire d'une ville d'une région espagnole de Levante, mais elle a également un caractère prophétique, puisque peu après sa publication, des événements ont lieu en Espagne qui rappellent l'intrigue du roman. Lorenzo Silva explique: partí de un crimen real, el asesinato en 2007 del alcalde de una pequeña localidad levantina, para construir una ficción que no narra ese suceso, pero se alimenta del mismo caldo de cultivo. La novela resultó lamentablemente profética. Estando en imprenta hubo un asesinato, no de una alcaldesa, sino de una presidenta de diputación, por querellas en las que se mezclaba, como aquí, lo público y lo privado. Y varios meses después, la Guardia Civil irrumpió simultáneamente en media docena de ayuntamientos de diversos partidos y detuvo a sus alcaldes, en lo que se llamó la Operación Púnica. Como sucede en la novela, casualidad, nunca existen del todo las casualidades. À travers cette intrigue singulière, le récit de Lorenzo Silva explore un thème largement répandu dans la société espagnole contemporaine, la corruption du système politique qui gangrène le pays. Los Cuerpos Extraños, comme le reste des récits de la saga Bevilacqua y Chamorro, s'ouvre sur un avertissement au lecteur qui fait précisément référence à cette frontière poreuse entre la réalité et la fiction. Ce prélude indique clairement que même si certains événements, personnages et lieux réels ont pu servir d'inspiration pour la création du roman, le texte dans son ensemble doit être considéré comme un produit de l'invention du écrivain. Ce type d'avertissement est courant dans ce type de fiction. Il renforce paradoxalement les liens entre réalité et fiction. En assurant au lecteur que le livre est le fruit... Il attire en fait son attention sur la ressemblance entre le réel et le fictif. C'est aussi un moyen pour certains auteurs de se protéger d'éventuelles poursuites judiciaires, ce qui montre aussi que la frontière est bien poreuse entre ces deux concepts. Dès le début du roman, on sait qu'il existe un système de corruption impliquant plusieurs conseils municipaux sur le territoire où les meurtres
a été commis. Mais au fur et à mesure que l'enquête progresse, on découvre que ce réseau de corruption fonctionne à grande échelle et collabore au blanchiment de l'argent du crime organisé. L'adjoint à l'urbanisme, principal suspect du crime, s'avère être impliqué dans cette affaire. Mais à la fin du roman, on découvre qu'un avocat, un grand homme d'affaires et un député sont également impliqués, démontrant d'une part que toutes les couches sociales et professionnelles sont perméables à la corruption et d'autre part qu'il est très complexe de découvrir l'ampleur de ce type de délit dès lors qu'il implique des personnalités influentes. Dans le roman, la mort de la mère est intimement liée à cette affaire. Les membres de cette organisation criminelle projetaient de construire un bâtiment controversé et se sont heurtés au refus de la mère. Après plusieurs tentatives de persuasion, ils décident de l'éliminer en recourant aux services de criminels italiens liés à cette organisation. Tout au long de sa carrière politique, elle sera distinguée par sa probité et sa capacité à rester ferme et inébranlable face à ceux qui tentaient de la corrompre, jusqu'à ce que cet acte d'intégrité et de courage la conduise finalement à sa mort. L'affaire réelle qui a inspiré cette histoire à Lorenzo Silva est le meurtre d'Alejandro Ponsoda, le maire de Polop de la Marina, abattu devant son domicile le 19 octobre 2007, considéré par les habitants de la commune comme un homme honnête. Le mobile du crime est lié à la corruption immobilière et le principal accusé est le successeur de Ponsoda, son ancien adjoint à l'urbanisme. Cette affaire a manifestement impliqué des délinquants liés au monde de la drogue et de la prostitution. Le procès de l'affaire Ponsoda a eu lieu l'année dernière et les accusés ont été acquis en raison du manque de preuves, laissant le crime non résolu à ce jour. Le lieu que Silva a choisi pour situer son intrigue n'est certainement pas dû au hasard. La région du Levant espagnol, caractérisée par ses plages et son climat favorable, a fait l'objet de nombreuses opérations de corruption immobilière au cours des dernières décennies en raison de son fort tourisme estival. Le roman démontre qu'il est presque impossible d'éradiquer ce type de criminalité au sein de la sphère politique espagnole, car la configuration du système permet ce genre de dérivés. Effectivement, aucune sphère de la société espagnole n'est épargnée par les phénomènes de la corruption. En Espagne, il n'existe aucun contrôle réel de l'usage ou l'abus du pouvoir dans la fonction publique, de sorte que la responsabilité est laissée entre les mains des individus, comme si l'éthique privée pouvait garantir des comportements appropriés. Comme le démontre le docteur en sciences politiques Jiménez Sánchez, 3 facteurs ont contribué au développement de la corruption immobilière dans le pays. Les caractéristiques de la politique urbaine, les problèmes de contrôle de l'administration en charge de ses compétences et la phase expansive du cycle économique qui a eu lieu en Espagne à la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle.
Ces circonstances ont facilité l'ancrage de ce type de criminalité dans de nombreuses zones du territoire espagnol, en particulier sur la côte, et ont permis domination politique par ceux qui ont participé à ce jeu. Pour finir, nous souhaitons revenir sur la dimension prophétique du roman. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit, quelques semaines avant la publication de ce livre, alors qu'il était en cours d'impression, Isabel Carrasco, présidente de la communauté d'agglomération de la ville espagnole de Léon, a été assassinée. Même si le mobile du crime semble avoir relevé des motivations principalement personnelles, la coïncidence entre les deux affaires est troublante, comme l'a relevé Lorenzo Silva. D'autre part, 4 mois après la publication du roman de Lorenzo Silva, le 27 octobre 2014, précisément, a eu lieu ce que l'on a appelé en Espagne l'opération Púnica, au cours de laquelle 50 hommes politiques, fonctionnaires et hommes d'affaires espagnols ont été arrêtés par les forces de police pour leur implication dans une très vaste affaire de corruption. Los Cuerpos Extraños est donc un exemple exceptionnel au sein de cette saga dans laquelle se mêlent systématiquement réalité et fiction. Jamais dans l'œuvre de Lorenzo Silva, la réalité n'aura aussi clairement rejoint la fiction. En raison du rôle social joué par les romans policiers, il n'est pas surprenant qu'en Espagne, les problèmes de la corruption aient été un thème récurrent dans ces œuvres. Depuis le début du genre dans ce pays, son importance se reflète dans les textes d'auteurs tels que Juan Madrid, Andreu Martín et Julián Ibáñez, qui l'ont présenté dans ces différentes manifestations tout au long de leur carrière. Au XXIe siècle, la corruption est devenue un thème central de nombreuses œuvres littéraires ou artistiques. La forte présence de ce sujet dans les médias espagnols a accru la préoccupation et l'intérêt des lecteurs qui recherchent plus qu'un simple divertissement dans la littérature et qui sont prêts à connaître et à être blessés par la réalité et sa crudité. Des romanciers noirs tels que Carlos Salem, Rafa Balbona et Alexis Ravelo ont récemment utilisé le thème de la corruption dans leurs livres, démontrant, comme le fait Lorenzo Silva, que la littérature continue d'être un moyen solide d'engagement et de dénonciation dans notre société. En conclusion, comme cela s'est produit dans tant de romans policiers espagnols ces dernières années, dans la série Bevilacqua y Chamorro, les crimes fictifs et factuels s'entremêlent, donnant lieu à des romans qui relèvent un nouveau visage de la réalité espagnole et proposent une vision critique. Après l'analyse précédente, il ne fait aucun doute que la fiction et la réalité forment des plans superposés dans l'œuvre narrative de Lorenzo Silva. Merci beaucoup.